Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. C'est Laurenti, parce que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Que Arsène Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Raphaël. Salut mon copain. Salut JJ, comment ça va? Écoute, moi ça va. Maintenant, on va parler un petit peu du Paris Saint-Germain et je ne sais pas si ça va toujours aller en continuant ce débat. Donc, aujourd'hui, pas d'avis tranché particulier. On va prendre donc le match Newcastle-PSG qui s'est déroulé hier soir. Et de cette défaite 4-1, on va essayer de voir qui est le principal fautif de ce fiasco. On va passer un peu en revue les joueurs, la rencontre d'hier et un peu les perspectives pour les quatre prochaines journées. Donc, moi, ce que je te propose dans un premier temps, on va regarder un peu le fautif qu'on pourrait prendre de cette défaite. Moi, spontanément, ce qui me vient, c'est Luis Enrique avec son système inventé. Est-ce que déjà, sur ce début, tu me suis? On a commencé la saison dans un 4-3-3. Donc, il y avait des absents contre Lorient, contre Toulouse, des choix du club de ne pas intégrer Kylian Mbappé directement pour le premier match. Mais on avait un système en 4-3-3 qui fonctionnait correctement. Et globalement, tous les supporters louaient le trio Ugarte numéro 6, Zaïre Emery, Vitinha. On avait des doutes aussi sur les remplaçants. Et on a vu que lorsque les remplaçants au milieu de terrain entraient en jeu, le niveau du milieu de terrain baissait. Mais on avait quand même une base solide, claire, avec un système intéressant, avec un Hakimi qui montait parfois plus haut sur le côté droit. Mais c'était globalement un 4-3-3. Maintenant, contre l'OM, dans une soirée un peu folle, face à un Marseille assez malade, il faut le dire, avec un entraîneur intérimaire, une situation dans le club compliquée. Au Parc des Princes, un dimanche soir, dans une ambiance bouillante, il décide de changer de système et de passer dans l'animation offensive à quelque chose qui ressemble à un 3-2-5. C'est-à-dire que tellement qu'Hakimi joue haut, tu as une ligne de 5 mecs devant, 2 milieux de terrain et 3 défenseurs. Contre Dortmund en Ligue des Champions, Vitinha avait été élu par l'UEFA. Du match, c'est ça. Il avait été très bon. Il disparaît ensuite, il revient contre Clermont dans un système à 2 où il est moins à l'aise avec Fabien Ruiz, qui est une catastrophe. Maintenant, on peut se dire, ça a continué contre Marseille, c'était l'euphorie de Marseille, le Parc des Princes, une ambiance bouillante, tout ce qu'il faut pour un match fou avec une composition folle, mais qui, pour moi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais ressemblait plutôt à un one-shot. C'est-à-dire, je te rejoins. C'est-à-dire que autant tu peux comprendre, on va dire, ce type de composition, voilà, comme tu as dit, en one-shot ou face à un adversaire plus abordable sur lequel tu vas peut-être plus facilement prendre le dessus. Par contre, on s'était tous un peu dit que, comme tu dis, un peu du one-shot pour le très haut niveau, et donc là, typiquement, ces matchs de Ligue des Champions, peut-être pas retourner sur cette formule-là, mais sur la première, la classique, le 4-3-3 que tu étais en train de décrire. Je suis totalement d'accord. Et donc, on enchaîne ensuite contre Clermont. Il remet la même composition, mais avec un milieu à 2 totalement différent. Certes, peut-être qu'il fallait reposer Ugarte et Zaïre Emery en prévision du match contre Newcastle, mais on a vu que ce système, il avait des limites. Je suis d'accord. Et que le football, on le regarde depuis assez longtemps pour savoir que ce n'est pas parce que tu vas aligner beaucoup d'attaquants que tu vas marquer des buts obligatoirement. C'est-à-dire que ce n'est pas l'accumulation d'attaquants dans le football qui te fait marquer des buts. Même sur FIFA, quand tu mets une composition ultra-offensive, que tu joues en ultra-offensif et que tu mets beaucoup d'attaquants, ça ne te garantit pas une victoire. Alors, dans la vraie vie, ce n'est pas possible. Alors maintenant, je te pose la question. Toi, comment tu interprètes ça? Tu vois qu'il se dit peut-être, mes milieux de terrain ne sont pas assez bons et j'ai beaucoup d'attaquants, je ne veux vexer personne, je tente ça et Vitinha me déçoit, peut-être, donc il met de côté. C'est quoi? Pour toi, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête pour qu'il
retente cette expérience de ce 4-2-4 un peu bizarre contre Newcastle, alors que ça n'avait déjà pas marché contre Clermont et que pour tout le monde, c'était censé être un truc expérimental contre Marseille, mais qui n'allait pas aller plus loin que ce match. Bah, en fait, c'est la vraie question. C'est est-ce que lui, dans sa lecture tactique avant match, il se dit véritablement que ce schéma-là, avec ce quatuor offensif, va lui permettre de pouvoir peut-être prendre très vite le dessus sur le match. Et après, on peut revenir sur le match. Si à la 5e, il y a ouverture du score pour le Paris Saint-Germain, évidemment, la fameuse phrase « Ah, bah, le match aurait été différent et on ne sait pas ce qui se serait passé », bien évidemment. Et là, on pourrait peut-être à ce moment-là se dire « Ah, quel coup de génie de Luis Enrique d'avoir su tenter ». Maintenant, c'est vrai, moi, ce qui peut-être me fait dire qu'il a encore basculé là-dessus, c'est que ça a fonctionné contre Marseille et que derrière on va dire, cette magnifique soirée conclue par un 4-0 et un match plein, mais comme tu l'as dit, face à un adversaire malade, est-ce que lui s'est dit véritablement, j'ai trouvé la lumière et là, ça y est, j'ai trouvé ma formule qui va vraiment passer au-dessus. J'arrive pas à comprendre si c'est sa lecture du match ou si c'est ce match de Marseille qui a été un déclic dans sa tête. Mais là où je te rejoins, c'est que vu le match de Clermont qu'il y a eu entre-temps, ça aurait dû déjà l'alerter sur la faisabilité de ce 4-2-4 ou ce 3-2-5, comme tu dis, en phase offensive, où là, tu te retrouves vraiment, mais complètement déséquilibré. C'est problématique. On se connaît, on aime bien parler tactique. Hier, Newcastle, 4-5-1, une ligne de 5 hyper compacte qui a totalement noyé nos deux milieux de terrain et qui a totalement coupé les transmissions entre notre défense et notre attaque. Il y a eu, à un moment donné, un ballon long qui a été envoyé sur Dembélé. Malheureusement, c'est une occasion ratée. Et les défenseurs, les 4 défenseurs, c'est même pas la défense type de Newcastle, hein, il y avait des absents. Ouais. Mais les défenseurs ont totalement rendu invisible notre ligne de 4. Ils les ont mangés un par un. Et nos milieux de terrain donc, étaient totalement noyés par 5 joueurs. Et pourtant, je ressors de ce match Zahir Emery. Mais bon, donc tu as 5 joueurs face à 2 totalement noyés et notre défense qui prend peur dès qu'il y a un pressing très haut. Et eux, contrairement à nous, je pense qu'ils ont bien vu nos matchs. Ils ont compris que c'était relance courte qui part du gardien, on tente de repartir de l'arrière et de construire depuis notre moitié de terrain, mais ils nous ont étouffés. Je pense que tu as raison. Il y a peut-être non seulement le PSG avec ce système-là, c'est compliqué, mais tu sens vraiment peut-être de la part de Newcastle et de Eddie Howe, leur manager, ouais, ils ont vraiment bien étudié leur coup, ils ont bien, on va dire, cerné les lacunes de ce PSG-là, parce qu'il y en a quand même. Et évidemment, après, c'est toujours un peu le même problème qu'on dit avec le PSG en match de Coupe d'Europe, cette fameuse intensité, ce fameux pressing haut. Mais c'est vrai que depuis que Luis Enrique était arrivé, tu semblais penser en fait que, on va dire, il y avait quelque chose qui était en train de se changer en fait à ce niveau-là, au niveau de l'intensité. Et c'est vrai que pour le premier match contre Dortmund, et tu ressens pas ça en fait. Tu ressens pas le sentiment de cette équipe un petit peu coupée en deux. C'est beaucoup plus maîtrisé. Et dans ce cas-là, c'est vrai, l'absence de Vitinha, elle me paraît incompréhensible parce que non seulement il fait son match contre Dortmund, mais il te donne cet équilibre-là en fait avec ce milieu à 3 qui, on va dire, qui est cohérent avec Ugarte en sentinelle et Zahir Emery et lui qui travaille à côté. Donc c'est vrai que c'est assez étonnant, encore une fois, d'avoir inventé encore ce système tactique. Alors maintenant, on a fait l'avant-match, quand on a découvert cette composition. Honnêtement, moi, je n'étais pas confiant de l'issue de ce match, mais pendant le match, j'ai vu le match avec d'autres supporters. On se disait tous à un moment donné, même dès la première mi-temps, il va changer. Il va changer. Voilà. C'est ce qu'on s'est tous dit. On s'est dit, OK, il va faire sortir Kolo Muani, Dembélé, Ramos. Ils ne vont pas toucher à Mbappé. Donc, allez, il fait sortir un des 3 pour faire entrer Vitinha. Mais non. Et en plus de ça, il attend l'heure de jeu passée pour faire sortir Ugarte pour faire entrer Vitinha.
C'est-à-dire qu'il a voulu mourir avec ses idées, et j'espère qu'il ne va pas suicider le club avec ses idées, tu vois. C'est fou ce que je dis, mais C'est la vraie question qu'on peut se poser avec Luis Enrique, qui fait partie de ce type d'entraîneur un petit peu jusque-boutiste, qui est capable, comme tu l'as dit, de mourir avec ses idées. Maintenant, il a énormément de bonnes idées. Donc, ça serait bien si, à la limite, il voulait mourir avec des idées, autant qu'il prenne les meilleures qu'il a en stock, plutôt que d'utiliser, on va dire, ce schéma-là qui, on l'a dit déjà, voilà, pourra correspondre beaucoup plus face à une équipe plus faible. Mais face à une équipe qui a du répondant et qui est bien rodée, ce schéma-là est trop audacieux, trop compliqué. déjà même contre Clermont, ça avait été difficile, contre Clermont. Et en fait, ce qui se passe aussi, c'est que dans la composition de notre effectif, je regarde ligne par ligne, les joueurs recrutés, ceux qui sont là depuis longtemps, il manque quand même aujourd'hui un joueur qui est capable de résister à un pressing au milieu de terrain, qui est capable de ressortir proprement le ballon, qui est capable de faire la passe longue, que ce soit au sol ou en cloche pour dépasser la ligne de défense et trouver un attaquant en profondeur. Malheureusement, dans la composition de notre effectif, on n'a pas ce joueur, on l'a pas. Oui, je suis d'accord. Si tu as un joueur offensif au milieu de terrain qui fait plaisir et qui, dans le peu de fois où on l'a vu, malheureusement, qui sait caresser le ballon et qui est un joueur un peu frisson comme ça, il s'appelle Kang In Lee. Il joue les Jeux Olympiques, les Jeux asiatiques, là. Pas les Jeux Olympiques, pardon, mais les Jeux asiatiques. Voilà, donc là, ils sont en finale contre le Japon, c'est demain. Après, en janvier, il fait la Coupe d'Asie des Nations, donc on va le perdre encore un mois. Écoutez, moi, je trouve ça dommage parce que j'aimerais bien voir ce joueur 3 matchs consécutifs porter le maillot du Paris Saint-Germain. Surtout qu'en plus… Ouais, non, pardon, vas-y. Ça va être compliqué de le voir avec toutes ces échéances qu'il a. En plus de ça, il a été convoqué pour la trêve internationale. Ça veut dire qu'il ne pourra même pas s'entraîner avec les restants. C'est très compliqué. C'est un mystère pour moi. Et j'imagine que le club savait tout ça lorsqu'ils l'ont recruté. Mais si tu sais tout ça et que tu te dis que c'est le seul qui peut être playmaker… Ah oui, c'est ça le problème, c'est que dans ce milieu-là, dans ce fameux milieu de terrain, t'en as parlé tout à l'heure, mais Fabien Ruiz, c'est vrai que malheureusement, c'est pas une solution fiable. Carlos Soler, voilà, c'est de la même manière, c'est pas fiable. Et c'est vrai que dès que tu veux changer un petit peu ou faire reposer, on va dire un de tes 3 milieux, si tu pars avec ce 4-3-3, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de backup, en tout cas de backup de ce niveau-là. C'est plus compliqué. Maintenant, voilà, tu vois, on vient de parler pendant un petit moment du schéma et de Luis Enrique. Je pense que on va être assez d'accord sur la responsabilité première du coach sur le match. Maintenant, je vais te donner la fameuse phrase, c'est les joueurs aussi qui sont sur le terrain. Et qu'est-ce qu'on peut retirer, par exemple, à dire quel joueur on pourrait sauver? Tu en as parlé un peu brièvement, mais je vais avoir le même, c'est Warren Zaïre-Emery, évidemment, parce qu'il y a la passe et que même dans ce marasme, il a semblé toujours garder un peu la bonne attitude. Maintenant, je suis toujours interpellé. D'un côté, c'est énorme parce que c'est un joueur de 17 ans très jeune qui est déjà on va dire, en situation de résoudre des problèmes de pro. Donc, franchement, c'est ultra. Mais de l'autre, je me dis, il a que 17 ans, en fait. Et donc, pas miser autant, mais se reposer autant sur un jeune de 17 ans qui, en soi, est en train de véritablement faire sa première saison de titulaire, c'est peut-être un peu risqué. Maintenant, en soi, sur le terrain, il régale quand même. T'en cites un deuxième, Ouais. Lucas Hernandez, qui lui a fait son match, qui a été dans le contact physique, qui a répondu à l'intensité mise par les joueurs de Newcastle. Mais c'est vrai que la ligne d'attaque, c'était pas organisé. Ouais. C'est-à-dire que tu as 2 attaquants de pointe qui sont Kolo Muani et Gonzalo Ramos, mais ça n'a rien à voir avec un 4-4-2 comme on pouvait le voir dans les années 90-2000, avec 2 milieux de terrain offensifs et 2 attaquants de pointe qui restaient dans l'axe et qui
intercepter les centres de ces mecs-là. Ah ouais, là, on n'est pas du tout sur, on n'est Ah, pas, on n'est pas du on tout n'est sur pas cette du tout dans ça. configuration. C'est-à-dire Voilà. quand on jouait Manchester à l'époque, United, le Giggs sur un côté, hop, bon, on connaît. C'était pas ça. Donc, tu avais Kolo Muani souvent à gauche, Ouais. souvent à gauche. Alors qu'il n'y a pas longtemps, j'ai encore une interview d'un ancien entraîneur à lui qui dit son destin, c'est l'axe et que c'est un buteur. Et sur un côté, on gâche C'est pas le talent ses qu'il va capacités. avoir. Ah ouais, je suis d'accord. Donc, il est un peu à gauche. Mbappé se dit, OK, rien ne se passe, il faut que je fasse le jeu. Je redescends, je me mets dans une position de sorte de 9,5-10 derrière Gonzalo Ramos pour créer les différences. Mais ce n'est pas son jeu. Ouais, oui. Pas son jeu. Et Dembélé à droite, au moins lui, il était dans son jeu, dans son profil, dans ce qu'il sait faire, dans ce qu'il sait pas faire aussi malheureusement parce qu'il y a quand même beaucoup de déchets, mais c'est intrinsèque à son jeu. Et je pense qu'il y a aussi un problème. Il faut qu'il s'entraîne à frapper, à cadrer. Il ne faut plus lui donner à tirer les coups de pied arrêtés parce que je ne sais pas les tirer. Mais tu vois, lui au moins, il était à sa place. Les trois autres, ils s'étaient perdus. Ah ouais, ouais, ouais. Absolument perdus. Ils savaient Et pas même, où ils et même Ramos, on va dire, dans cette configuration-là, comme il n'arrivait plus à toucher le ballon, il n'arrivait pas à toucher le ballon, il a redescendu assez logiquement, pour pouvoir toucher un peu le ballon. Donc ça rajoutait, on va dire, à la cacophonie devant. Ou ok, d'accord, tu as la balle, mais au final, les joueurs savent pas réellement faire les bons appels. Ça manque d'automatisme et que ce manque d'automatisme, on en revient toujours à la même chose. Contre Marseille ou contre une équipe de Ligue 1, ça peut passer. Mais là, contre une équipe de Ligue des Champions qui hausse son niveau de jeu et encore une fois une équipe de Première Ligue, bah oui, non, là, il ne faut pas partir à faire l'apprenti sorcier, à s'inventer des choses. Là, il faut rester sur du basique, ce que tu connais, ce que tu maîtrises. Moi, il y a 10 ans, j'ai vécu le retour du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions contre Kiev au Parc des Princes. C'était extraordinaire, il y avait une ambiance de fou. Et on est arrivé au stade, il y avait tellement une ambiance et on était tellement heureux de retrouver la Ligue des Champions au Parc des Princes, mais l'équipe avait été portée par quelque chose de différent. Et on avait confiance en nous. Et je pense que c'est ce qui s'est passé avec Newcastle, c'est-à-dire que ça faisait plus de temps qu'ils n'étaient pas qualifiés. Ouais. Chez eux, je pense que dans le calendrier, on n'a pas eu de chance non plus, c'est-à-dire de tomber sur le retour de Newcastle chez eux pour leur premier match contre nous. Je pense que n'importe quelle équipe, que ce soit Dortmund ou même le Milan, aurait souffert face à ce Newcastle qui retrouve la Ligue des Champions dans son stade. Et c'est un match dangereux. Et tu as raison, et ça rajoute par contre là, du poids sur, on va dire, de la responsabilité sur Luis Enrique. C'est-à-dire, si tu sais ça, c'est-à-dire dans ton staff, et que tu regardes un minimum, tu étudies un minimum l'adversaire, tu sais que au-delà du côté que c'est une équipe qui est difficile à jouer, difficile à manœuvrer, tu viens de le dire, tu vas les affronter dans ce type de configuration, c'est-à-dire retour de la Ligue des Champions, le stade plein à craquer, l'équipe qui va se donner normalement. Donc, évidemment, à ce moment-là, encore une fois, repars avec tes certitudes. Et même si on est en début de saison, les certitudes, il y en avait, en fait. Tu vois, il y en avait déjà depuis le début de saison avec ce 4-3-3 qui ressemble à quelque chose, cohérent, avec lequel, en plus, dernier point, j'y pense, mais en alignant en plus le quatuor offensif dès le départ, mais tu t'enlèves une arme supplémentaire, on va dire, en termes de coaching. Et on le sait, tu vois, par exemple, à la 60e, maintenant, avec les 5 changements, mais quand tu fais, par exemple, rentrer soit un Kolo Muani ou soit un Dembélé, si justement tu es resté à 3 plutôt qu'à 4, peut-être que ce fameux joueur en 30 minutes de jeu peut te faire des différences, ce qu'on n'a pas vu hier quand ils sont alignés tous les 4 à la première minute. Hier, il fait 2 changements. 2 changements sur 5. 2 changements. C'est-à-dire déjà, il montre, je n'ai pas confiance en Ruiz, je n'ai pas confiance en Solaire. Dans ce contexte-là, Danilo ne sert à rien d'entrer. Il fait pas beaucoup de changements. Sur le banc, en option offensive, il n'y avait que Barcola. Barcola, c'est un bon jeune, mais dans bon jeune, il y a jeune. Ouais, tu peux pas lui demander de te faire la différence à lui tout seul. Tu peux pas lui demander d'entrer pour changer le cours d'un match. Ah non. Il n'est pas dans cette catégorie. Donc, il y a eu la volonté de ne pas se renier. Il y a eu les déclarations d'après-match où il dit, le coach, si
je devais refaire pareil, je refais pareil, et je pense que c'était la bonne idée. Donc, déjà, en se projetant dimanche sur le déplacement contre Rennes, je dis, oh, attention, Rennes n'est pas une équipe qui a réussi au Paris Saint-Germain à l'extérieur, même à domicile d'ailleurs, mais à l'extérieur, encore moins. C'est une très bonne équipe, c'est une équipe qui sait comment nous faire mal. Si on repart sur ça contre Rennes, moi je donne pas très cher de notre peau. Je te rejoins. Je te rejoins. C'est clair, Malheureusement. encore une fois, s'il repart sur ce fameux schéma tactique contre Rennes, qui est, comme tu l'as dit, une bonne équipe de Ligue 1, qui est plutôt sérieuse, qui n'a pas perdu depuis le début de saison, ouais, je pense que là, c'est too much et ça prendra encore, on va dire, des risques un peu inconsidérés. Maintenant, après, c'est le problème, c'est est-ce qu'il va se figer et essayer de montrer à tout le monde, entre guillemets, qu'il a raison parce que c'est un visionnaire, ou est-ce qu'à un endroit, il met un peu son ego dans sa poche en se disant, bon, ben, j'ai tenté quelque chose qui certes peut passer contre certaines équipes, mais dès que le niveau va être plus élevé, il faut que je l'arrête. Maintenant, dernier point, et ça va nous permettre de conclure notre débat. Quel est le joueur, même si j'ai ma petite idée, quel est le joueur qui, pour toi, vraiment est passé complètement à côté de sa rencontre? Alors, complètement à côté de sa rencontre, Kylian Mbappé est passé totalement à côté de sa rencontre. Et je vais expliquer pourquoi. Et pourquoi je cite Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, aujourd'hui, il est au cœur du projet. Aujourd'hui, c'est lui la star. On ne sait pas s'il sera là l'été prochain. Mais en attendant, il est là. Assume ton statut. Assume qui tu es. Assume même, j'ai envie de dire, symboliquement, après le match, tu laisses pas Zahir Emery et tes nouveaux partenaires qui viennent d'arriver, qui ne parlent pas français, devant la presse pour assumer la défaite. Tu es vice-capitaine. Où était le capitaine? Il n'était pas là non plus. Les deux ont totalement disparu. Donc, il y a la relance foireuse de Marquinhos qui amène le premier but. Mais en fait, c'est une erreur provoquée par Newcastle a provoqué nos erreurs en nous pressant aussi haut et en étant agressif. Moi, hier, j'étais avec des mecs, on regardait le match. Au début du match, ouais, Newcastle, c'est pas une très belle équipe, c'est pas une très grande équipe, c'est pas machin, blablabla. Ok. Après le match même, j'ai encore des gens qui disaient ils n'ont pas bien joué Newcastle. Mais attendez, c'est quoi la beauté du football? C'est que le FC Barcelone de Pep Guardiola, c'est que l'ultra-possession et le redoublement de passes, ou aujourd'hui, c'est tout le monde vend ça, ça veut dire quoi? Contre-pressing et attaque rapide pour bien défendre, bien presser, étouffer ton adversaire, couper les transmissions, courir comme ça. Hier, il y a eu combien de temps additionnel? Il y a eu 7 minutes de temps additionnel en première mi-temps et 5 minutes à la fin. C'est-à-dire qu'en fait, tu as fait 45 plus 7 et 45 plus 5. Ils n'ont pas arrêté de courir. Ils n'ont pas arrêté de courir, de presser, de prendre l'équipe à la gorge, de couper les transmissions et de jouer avec une intensité comme j'ai rarement vu. C'est ça aussi, c'est ça aussi bien joué en 2023. C'est ça aussi. Évidemment, voilà, on est d'accord que ça aussi, c'est bien joué. Faire déjouer l'adversaire, c'est bien joué. Et ils l'ont pas fait salement. Ils l'ont pas fait avec des. Enfin, Ah oui, non, sans tomber, on va dire, dans du vice, sans tomber sur, on va dire, truquer le match, tout ça. Ils ont véritablement fait un vrai match de Ligue des Champions avec l'intensité qui est nécessaire. Et ils ont déjoué le PSG. Et ils ont fait déjouer le PSG, mais parce que là aussi, on en revient un peu à ce qu'on dit, la préparation du match, bah, elle a été évidemment gagnée par le staff de Newcastle, parce que dans le plan de jeu, dans la manière d'aborder le match, bah oui, tu as senti qu'il y avait une équipe qui était à 100% concernée et surtout qui maîtrisait à 100% ce qu'elle mettait en place sur le terrain, et l'autre qui se cherchait plus. Et même si après, tu as des joueurs peut-être sur le papier individuellement qui sont meilleurs du côté du PSG, bah, c'est toujours la même chose. Si le collectif ne répond pas, tu peux avoir les meilleures individualités du monde. Ça va vite être compliqué pour toi dès que tu vas rencontrer des équipes où justement le collectif, il est huilé et ça tourne bien. Donc, encore une fois, c'est le problème que nous a sorti Luis Enrique. J'ose espérer, tu parles du match contre Rennes, mais même pour le prochain match de Ligue des Champions, j'ose espérer qu'il va revenir à plus de cohérence. Surtout contre le Milan, parce que les deux prochains matchs, ce sera contre le Milan. Le Milan qui joue lui aussi avec un milieu à 3. Et c'est évident que s'il repart avec ce milieu à 2, ça risque d'être compliqué aussi contre le Milan. Même si ce n'est pas le même type de jeu que Newcastle, au milieu, ça joue à 3. Donc il faudra forcément à un moment donné
peut-être remettre de côté ce fameux schéma complètement original. Et je t'avoue qu'aujourd'hui, avec l'effectif qu'a le Paris Saint-Germain au milieu de terrain particulièrement, je ne sais pas si Newcastle a à rougir de la qualité individuelle de leur milieu de terrain face au nôtre. Hein. Tu as raison. Honnêtement. T'as raison. Là, Sur ce qu'on a vu hier, il y a euh, des questions à se poser. individuellement, c'est des internationaux, ils sont très forts. Et quand ils ont fait les investissements, le nouveau propriétaire de Newcastle, ils ont misé sur des gros milieux de terrain. Pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. Ah oui. Maintenant, dans notre malheur d'hier soir, on va quand même tirer un truc positif, mais ça ne concerne même pas le match en soi du Paris Saint-Germain. C'est de l'autre côté, il y a eu 0-0. Donc, le Paris Saint-Germain conserve sa deuxième place. Mais attention, parce qu'après, c'est Milan, les deux fois. Milan qui, en termes d'intensité physique aujourd'hui, est une équipe très, très, très costaud. Et ça va, Très costaud, voilà, qui va être un peu dans le même style que Newcastle sur cette activité-là. Vraiment, c'est une équipe qui va venir te chercher. Alors peut-être moins, avec moins de fougue qu'on a pu voir hier, surtout pendant la première mi-temps où vraiment, tu l'as dit aussi, il y avait le public qui portait, donc je pense que ça pouvait jouer. Mais c'est une équipe clairement qui court, qui va te chercher haut. Et c'est évident que le PSG aura beaucoup plus de chances de faire trembler ce Milan-là avec son milieu classique, Ugarte en sentinelle et Zaïre Emery et Vitinha pour pouvoir animer ça, plutôt que le 4-2-4. Maintenant, comme tu l'as dit, dernier point, c'est vrai, tu as raison, ce match nul entre Dortmund et Milan, c'est quasiment une bénédiction pour le PSG parce que au final, la défaite ne les condamne pas du tout. Ils restent à 1 point de Newcastle, toujours en course pour la qualif. Donc, c'est à la limite un coup pour rien. Maintenant, à Luis Enrique de rattraper l'affaire. En fait. Exactement. C'est pas mort pour le Paris Saint-Germain dans cette poule, mais ça va être très difficile. J'espère que là, ils ont compris le niveau de cette poule et n'oublions pas aussi que on jouera ensuite à Dortmund. C'est jamais simple d'aller gagner à Dortmund. Ah Donc, oui, oui, oui. Bah, même si après donc, l'équipe c'est pas le meilleur cru de Dortmund, pour les évidemment, avoir vus hier aussi contre Milan, c'était pas le meilleur cru. Maintenant, ça reste toujours impressionnant, le mur jaune, tout ce qui va avec. Tout dernier point, et vraiment on termine là-dessus. dis-moi tout. Est-ce que tu as quelque chose à reprocher à Gio Donnarumma sur ce match-là? Parce que j'ai entendu beaucoup de choses. Moi, je suis un peu partagé. Les 4 buts, OK, il y a le 3e sur lequel il a peut-être une responsabilité, mais je l'ai trouvé quand même plutôt encourageant et sauvant un peu des occasions à pas mal de reprises. Mais je voulais avoir ton avis dessus. Pour moi, il fait un bon début de saison. Vraiment. Je trouve qu'il est plus rassurant que la saison précédente. Hier, c'est pas lui que j'incriminerais le premier, évidemment. Parce qu'en fait, sur le premier but, il fait une parade. Après, bon, la balle revient et c'est toujours compliqué pour un gardien d'être dans cette situation. La dernière frappe, elle est merveilleuse. Ah oui, oui, non, le premier, c'est très difficile de le mettre. Non, honnêtement, non. Je ne vais pas tirer sur Donnarumma. Déjà parce que c'est un gardien que j'aime bien, moi, personnellement. Et que hier, il y avait tellement de défaillances ailleurs que cibler Donnarumma, non, pas d'accord. Je pense il garde sa place, il est titulaire. Maintenant, j'ai hâte de voir le match contre Rennes parce que, en fait, j'ai hâte de découvrir cette composition. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. On suit ça un peu comme une série. Qu'est-ce qui va se passer dans la tête de Luis Enrique? La saison dernière, on a commencé en 3-5-2 et après, il y a eu des déclarations d'Mbappé qui s'est plaint de son positionnement, etc. Et finalement, on a abandonné ce système qui fonctionnait bien. Là, c'est pas lié à des déclarations, à des joueurs qui se plaignent du système, etc. C'est le coach qui a décidé. J'espère qu'il n'y aura pas un tweet ou une story Insta d'un joueur pour dire ce système est catastrophique, parce qu'on retomberait dans les gossips et tout ce que je déteste autour du club, comme ça dépasse le sportif. Tu vois, on n'a pas parlé d'extra sportif, on s'est concentré sur le terrain. Et voilà, tu vois, c'est ce que j'espère. À voir pour la suite. En gros, tourner vite la page. Et se remettre. Tourner vite la page et se remettre en question et se dire voilà, si demain, parce qu'en fait, il arrive en conférence de presse très souvent, il dit voilà, moi j'ai 23 joueurs,
je conserve tout le monde, il n'y a pas de titulaire, il n'y a pas de remplaçant, tous mes joueurs sont aussi importants les uns que les autres. Si c'est le cas, on va voir qu'est-ce qu'il va faire avec Dembélé qui ne fait pas un très bon début de saison. Est-ce qu'il peut le mettre de côté, tenter autre chose? Je ne sais pas. T'as raison. J'aimerais bien voir vraiment l'équipe sans statut. Voilà. Sans statut. Et normalement, il est l'entraîneur qui est capable de pouvoir, on va dire, procéder différemment de ce qu'on avait pu voir avec Pochettino ou Galtier ces dernières années. Là, un entraîneur qui tranche, pas forcément de statut. Maintenant, à lui quand même de retrouver cette fameuse cohérence pour que le PSG puisse reprendre sa marche en avant et puisse reprendre, on va dire, le cours normal de sa saison et voir jusqu'où peut mener Luis Enrique et ce schéma-là en Ligue des Champions. Mais revenir à plus de cohérence, je pense que même les gars qui ne sont pas supporters du PSG, ils ont un peu envie de revoir le PSG du début de saison qu'on a pu voir contre Lens ou contre Lyon, où vraiment tu sens qu'il y a vraiment de la maîtrise, mais pas l'apprenti sorcier qu'on a pu voir hier. Je pense qu'on est d'accord. Bon, et ben écoute, Raph, je te remercie pour ce petit moment, un vrai plaisir aussi. Et puis bah, nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Vous n'hésitez pas à nous donner vos avis en commentaire et nous dire ce que vous en pensez. C'est ce qui fait avancer le débat et c'est ce qui nous donne de la force. Et vous gardez en tête qu'on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao. Ciao. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. J'ai pas peur de dire que Bouna Sarr, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG. Non mais arrête, il a le charisme du nuit. Avec un joueur comme Nainggolan, la Belgique sortait la France en 2018. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Raphaël Leao du Milan, c'est une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. De Laurenti, je pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant tu peux aller au Real. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Elle a dit qu'il c'était pas partie des meilleurs du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen.